Terrorisme, réseaux sociaux, hygiène alimentaire. On en parle ce soir. Bonsoir et bienvenue au 7 Info. Quatre invités pour ce plateau. J'ai avec moi Djoumourti Nestor Noufé. Il a un master en communication. Il est surtout président de l'association FILPA, qui est initiateur d'un projet sur l'usage des réseaux sociaux par les jeunes dans un contexte de crise sécuritaire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Robin. Avec nous également le docteur Seydou Ouattara. Il est le directeur du Centre de promotion de l'aviculture villageoise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Djibril. Sur ce plateau également, le président de la Ligue des consommateurs du Burkina, Dasmani Traoré. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Djibril. Et avec nous également le docteur Sylvain Raoul Bazier, docteur en biochimie. Il a soutenu récemment sur la composition et les risques chimiques associés à la consommation des poulets grillés et fumés au Burkina Faso. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci bien. Voici donc pour les invités de cette info. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. On commence justement par l'actualité de la semaine. C'est bien sûr ce mois d'août particulièrement meurtrier. Nouvelle attaque cette semaine sur l'axe Gorgadi-Arbinda dans le Sahel. Le bilan est lourd. On parle de 80 morts civils, forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie. Le président du Faso a décrété un deuil national de 72 heures. Plus de 100 personnes civiles et militaires ont trouvé la mort dans des attaques pour ce seul mois d'août. Invité donc Nestor Noufé, et je rappelle que vous êtes le président de l'association FILPA qui a en tout cas un projet sur l'usage des réseaux sociaux par les jeunes dans un contexte de crise sécuritaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. La question donc elle est là, quel constat vous faites et quelle appréciation justement de l'usage que les jeunes burkinabés font des réseaux sociaux dans ce contexte de crise sécuritaire? Permettez-moi donc de dire d'abord merci à BF1 qui depuis donc la création de l'association nous accompagne sans condition. Alors nous avons donc, ce n'est pas la première fois, en 2019 nous avons animé un panel au CBC dont le thème était l'effort de défense et de sécurité et l'usage des réseaux sociaux à l'aide de la lutte contre le terrorisme ambiant. 2020, Covid étant, on n'a pas pu tenir donc notre rendez-vous. Et cette année, nous sommes venus avec un thème qui est le suivant, jeunes et réseaux sociaux, quelles pratiques donc des réseaux sociaux pour contribuer à la réconciliation nationale, mais également à la lutte contre donc l'insécurité. Et le constat que vous faites, c'est quoi concrètement? Le constat, il faut dire qu'il est amer. Il est amer pour la simple raison que vous regardez, les réseaux sociaux nous sont tombés donc sur la tête, la population n'est pas éduquée et ça va dans tous les sens. Et ce qu'on puisse dire donc, en termes d'appréciation, c'est que nous avons donc une appréciation négative de l'utilisation donc des réseaux sociaux. Il n'y a pas une utilisation saine justement Elle n'est pas du tout responsable et ça ne contribue donc pas au processus donc de réconciliation nationale. Ça ne contribue pas également à faciliter, sinon à la lutte donc contre l'insécurité. Ça ne facilite pas donc les missions des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Il faut relativiser quand même, non? Et oui, non. Il y a des exemples, les exemples foisonnent. Si vous avez souvenance, l'attaque de l'état-major en mars 2018, vous avez constaté des images horribles ont été diffusées et ce ne sont pas donc de bonne manière. Vous avez également souvenance au niveau du ministère des Affaires étrangères pour une nomination d'un douanier. Un agent s'est permis donc de diffuser des informations qui sont censées être donc confidentielles. Vous voyez, donc nous avons pensé qu'il était utile, en tout cas, de prendre notre bâton de pèlerin pour aller communiquer, éduquer, sensibiliser donc les acteurs donc, qui utilisent les réseaux sociaux. Et alors, pour vous, quel devrait être l'usage justement de ces réseaux sociaux dans ce contexte assez difficile? Pour nous, l'usage doit être responsable. Responsable en ce sens qu'on doit éviter de diffuser toutes sortes d'informations. Les informations nous tombent sous la main, il faut essayer d'analyser est-ce que l'information que nous avions, elle est opportune de partager avec tout le monde. Vous voyez, dans les pays développés d'où même nous sommes venus les réseaux sociaux, vous ne verrez nulle part ailleurs publier cette certaine nature d'informations. Vous ne verrez pas
les combattants français tomber sur le terrain, vous ne verrez pas leurs corps, vous ne verrez pas non plus les combattants américains. En tout cas, ils savent utiliser les réseaux sociaux, mais nous, ce n'est pas le cas. Vous parlez en connaissance du cause, vous connaissez bien le fonctionnement, en tout cas au niveau des forces de défense de sécurité, leur action sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, vous connaissez très bien. Alors, quel est le retour que vous avez justement auprès de ces hommes par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, les informations sécuritaires? C'est la désolation et il faut également dire que ça affecte donc le moral de la troupe. Donc, ce n'est vraiment pas bien. C'est ce qu'on peut dire. Il y a beaucoup plus d'informations que nous ne pourrons pas informer et donner ici, mais il faut dire que les gens se plaignent en longueur de journée. Et ce n'est pas seulement les civils, même les forces de défense et de sécurité sont concernés. Parce que souvent, il y a des actions qui mènent sur le terrain, personne n'y est. Et si on a le retour des images, des informations, c'est qu'ils sont donc complices, c'est qu'ils sont responsables. Et nos cibles, nous prenons donc tous les acteurs, y compris les forces de défense et de sécurité, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, si vous regardez, toutes les promotions aujourd'hui ont des groupes WhatsApp, toutes les promotions, que ce soit dans l'armée, que ce soit donc au niveau donc, disons, au niveau des forces de défense et de sécurité, mais également au niveau donc des civils. Partout, les promotions aujourd'hui ont des groupes WhatsApp où ils diffusent des informations et souvent, ça échappe donc à leur contrôle. D'accord. Donc le danger, il est là et ce projet, vous entendez quelque peu apporter la solution. Concrètement, c'est quoi les objectifs? Les objectifs, comme nous l'avions dit, c'est en tout cas de contribuer à accompagner le gouvernement dans le processus, donc la réconciliation nationale entamée, mais également contribuer par la sensibilisation et l'éducation à lutter donc contre l'insécurité. Alors, et justement, quel est le contenu? Concrètement, comment ça va se passer? Alors, c'est une session de formation et de sensibilisation qui va donc se dérouler en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord l'inscription. L'inscription donc des participants. Nous avons donc généré un lien à partir duquel on peut donc s'inscrire pour participer. Alors, il faut dire qu'on a besoin donc, on a un effectif attendu de 300 en présentiel pour la ville de Ouagadougou parce que la formation va se tenir sur l'ensemble des chefs-lieux des régions. À Bobo, ça sera 200 et les autres régions, donc 100 personnes attendues. En ce qui concerne le volet présentiel, le volet virtuel également, il est possible. On a fait de sorte que ceux qui ne pourront pas être en salle puissent donc suivre et participer à cette formation-là. Donc, après la formation, on a prévu donc un concours digital. Ça veut dire que les participants vont s'affronter. D'abord, dans les régions. Ils vont s'affronter pour qu'on ait les meilleurs donc, des régions. Et les 13 meilleurs des régions vont s'affronter pour avoir un meilleur national. Et la dernière étape, on a prévu donc d'organiser une cérémonie de remise de prix aux meilleurs lauréats. Ça veut dire que ces compétitions, ça va être sur quoi? Un contenu lié à l'usage? Tout à fait. Et un contenu lié d'abord voilà, aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, en lien avec donc, la réconciliation nationale. Il faut amener les gens à diffuser des messages d'amour, de paix, de cohésion. Mais également un contenu en lien donc, avec l'insécurité, également avec l'activisme, parce que ça fait partie. Également, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs ignorent qu'il y a ce qu'on appelle droit à l'image, droit à la vie privée. Et nous allons donc travailler à ce que les gens comprennent qu'il y a des lois qui encadrent donc l'utilisation des réseaux sociaux et que si on enfreint donc à ces lois-là, on peut donc être poursuivi. D'accord. Merci, M. Noufé, d'être passé dans cette info ce soir. Je souhaiterais quand même remercier les autorités qui nous accompagnent. C'est une initiative noble, elle est d'actualité. Donc, vous me permettrez de remercier très rapidement, le ministre d'État, Zéphirin Dabré, qui est le patron de l'activité, le ministre Dr Bachir Ismaël Ouedraogo, qui est président. Il y a le ministre également des Transports, Vincent Dabulgou, qui va présider. Madame la ministre de l'économie numérique, qui préside également, avec comme parrain le président de l'ARCEP et marraine la présidente donc, de la CIL. D'accord, du beau monde, justement. Merci. On suivra de près justement cette session de formation. On verra après quels seront les résultats et l'impact sur le terrain. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci à vous. Vous restez avec nous pour la suite de cette info. Les dernières attaques justement terroristes au Burkina Faso, l'UPR, l'Union pour la République de Toussaint Abel Coulibaly,
en a parlé cette semaine lors de sa sortie médiatique. Occasion pour ce parti de la majorité présidentielle de tirer les leçons de son échec aux dernières élections. C'est un exercice auquel l'Union pour la République n'est pas coutumière. Depuis la création du parti en 2004, cette conférence de presse est la troisième de son histoire. Le terrorisme est la principale raison qui oblige Maître Toussaint Abel Coulibaly et son équipe à sortir de leur longue hibernation. Pour le premier responsable du parti, la lutte contre le terrorisme n'est pas que l'affaire du gouvernement et des forces de défense et de sécurité. Pour lui, les Burkinabés doivent cesser d'être passifs et s'engager à leur manière dans la lutte. Nous nous posons la question, la grande majorité des citoyens burkinabés qui sont en marge, qu'est-ce que cette grande majorité fait pour lutter contre le terrorisme? On parle de la défense du Burkina. La défense du Burkina, on ne peut pas la résumer à un gouvernement, à un régime, à des forces de défense et de sécurité. La défense du Burkina nous incombe tous. Maintenant, comment nous jouons notre partition, c'est à divers niveaux. L'ancien ministre préconise la tenue d'un forum national sur la sécurité. Je dis nous, c'est les Burkinabés, se retrouvent autour d'une table avec le gouvernement comme chef de file et que chacun donne son point de vue. Celui qui veut critiquer, c'est là-bas qu'il va critiquer. Celui qui veut donner son point de vue par rapport à ce qu'il peut apporter, c'est là-bas qu'il le fera. Et à la sortie de ce forum-là, chacun prendrait sa part dans la lutte. Il y a quelques années, l'UPR était l'une des principales forces politiques de ce pays. Mais aujourd'hui, le parti n'est que l'ombre de lui-même. Aux dernières élections législatives, aucun de ses candidats n'a été élu député. Le parti tiendra donc un congrès extraordinaire le 11 septembre prochain pour analyser la situation. Est-ce que c'est la direction du parti qui n'est pas conforme aux aspirations? Est-ce que c'est nos responsables au niveau provincial qui doivent combler des manques qu'ils ont? Et surtout, avons-nous présenté les bons candidats? C'est autant de questions qui vont être débattues pour terminer par quel avenir voulons-nous donner à l'UPR. Le congrès du 11 septembre de l'UPR se tiendra à Dédougou, dans la région de la Boucle du Moun, ville qui abrite le siège national du parti. On parle de santé à présent. Covid-19, va-t-on vers un pass sanitaire obligatoire? En tout cas, on s'interroge au sein de l'opinion depuis l'annonce du ministre de la Santé qui veut en faire une obligation pour les réunions de son département. Très bientôt, nous allons sortir cette note pour rendre obligatoire la présentation du pass vaccinal avant l'accès à toutes nos salles de réunion organisées par le ministère de la Santé et ses partenaires. Voici la déclaration du ministre de la Santé qui suscite des supputations au sein de l'opinion publique et dans le monde sanitaire. Dr Haruna Louré est médecin anesthésiste réanimateur au CHU Bogodogo. Il juge cette idée inopportune et il ne passe pas par 4 chemins pour le faire savoir. Personnellement, je suis contre le pass sanitaire dans le cas précis de la maladie à coronavirus parce que d'abord, il faut voir notre contexte, c'est-à-dire l'épidémie dans notre pays, la pandémie dans notre pays. Ensuite, tout ce qui est lié à la législation, parce que le pass sanitaire, c'est une restriction des droits fondamentaux d'un citoyen. Charlemagne Ouedraogo soutient par ailleurs que ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont pas le droit de contaminer les autres. C'est de l'incohérence absolue. Celui qui se vaccine est censé être protégé. C'est le non-vacciné qui doit avoir peur du vacciné, surtout dans ce cas précis du coronavirus, où des études ont montré que celui qui est vacciné comme celui qui n'est pas vacciné ont la même capacité de contagiosité, c'est-à-dire ils ont la capacité de transmettre la maladie au même niveau. Cet anesthésiste réanimateur estime que la situation épidémiologique du pays ne nécessite pas de telles mesures. Rien qu'hier, les chiffres en date du 17, on a moins de 100 cas actifs au Burkina Faso. Sur 700 et quelques tests qu'on a fait, il n'y a eu que 10 malades positifs au Covid. Pour moi, c'est de la distraction. Les urgences sanitaires du Burkina Faso se retrouvent à un autre niveau. Et aujourd'hui, on nous distrait avec des histoires de pass sanitaire que le citoyen burkinabé ne comprend rien quand on lui parle de ça. Les citoyens, justement, que nous avons rencontrés, s'interrogent aussi sur l'opportunité de ce projet. Est-ce qu'à l'heure que nous vivons là, est-ce que c'est si nécessaire que ça?
je dis non et je pense que ce n'est vraiment pas nécessaire. Nous devons être préoccupés par le paludisme qui tue nos frères, nos enfants, que cela. Il ne faut pas que nous suivions trop le blanc jusqu'à ce point. Jusqu'où ira cette mesure? S'étendra-t-elle dans un futur proche au grand public? Déjà, les supputations sur cette éventualité vont bon train et les positions sont bien fermes. Au Burkina aussi, on n'a pas besoin de ça. Moi, je ne serai pas d'accord pour ça pour le moment. Joint au téléphone pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette mesure, la direction de la communication du ministère de la Santé nous a laissé entendre qu'un comité de réflexion statue en ce moment sur la note annoncée par le professeur Charlemagne Ouedraogo. Elle nous promet une réponse dans les semaines à venir. En attendant, selon le gouvernement, le pays enregistre à la date du 18 août 2021 13 695 cas confirmés de Covid-19, 171 décès et 69 807 personnes vaccinées. Des chiffres qui sont très en deçà des 4 millions de Burkinabés que le ministère de la Santé veut vacciner. La grande question de cette info, justement, quelle hygiène dans nos assiettes? Que consommons-nous? Est-ce qu'il y a de la qualité? On en parle ce soir. Vous avez certainement vu cette image virale sur les réseaux sociaux, ce poulet avec des aiguilles. On en parle donc ce soir avec nos invités, le docteur Seydou Ouattara, directeur du Centre de promotion de l'aviculture villageoise. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, avec nous également, le Dasmané Traoré, il est le président de la Ligue des consommateurs du Burkina. Encore une fois, bonsoir. Et avec nous, comme je l'annonçais tout à l'heure, le docteur Sylvain Raoul Bazier, biochimiste, qui a travaillé récemment sur la composition et les risques chimiques associés à la consommation des poulets grillés ou fumés au Burkina Faso. Mais avant cette note du ministère des Ressources animales et halieutiques, justement, cette décision, l'importation de volailles et produits aviaires en provenance des pays comme la Côte d'Ivoire, la République du Bénin et le Togo sont interdites, et ce, en application donc d'un arrêté interministériel. La raison, c'est que la République togolaise, la République de Côte d'Ivoire et la République du Bénin ont déclaré à l'Organisation mondiale de la santé animale, respectivement, le 26 juillet, le 12 août et le 20 août, des foyers d'influenza aviaire hautement pathogènes. Voilà. C'est un danger pour notre pays, justement. Le ministère avait juste, en prenant ces mesures préventives. Oui. Pour ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène, c'est effectivement un danger, mais un danger surtout pour nos élevages aviaires, parce qu'il faut dire la chose crûment. C'est une maladie, quand elle rentre dans un élevage, vous pouvez aller, pour ne pas dire qu'en général, on va à 100% de mortalité. Donc évidemment, quand elle rentre, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccination, j'allais dire pour l'instant, si bien que, en tout cas pour nous, la meilleure des options, c'est d'éviter que cette maladie arrive sur notre territoire. Mesure donc de prudence. On parle donc de l'hygiène dans nos assiettes. Et puis, nous avons en ligne Rembe Sougri, Herman Goumbri, bonsoir. Bonsoir, Aubin. Oui, on l'a vu cette semaine, vous avez fait une publication sur les réseaux sociaux parlant de témoignages sur la qualité de poulet que vous avez acheté. Racontez-nous exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, merci pour la parole. Et effectivement, hier, j'ai été au marché acheter du poulet et j'ai pu être servi par le poulet, mais sur place, je n'ai pas senti qu'il y avait une difficulté liée à la qualité du produit que j'ai acheté. Et entre la boucherie et la maison, il s'est produit une métamorphose dans le produit, de sorte que quand on a ouvert le sachet, c'était vraiment irrespirable. C'était vraiment pestilentiel. Et tout de suite après, je me suis rendu compte qu'avec aussi le témoignage de ceux qui étaient à la maison, que le poulet qui avait été vendu était vraiment impropre à la santé et à la consommation parce qu'il était déjà vraiment en putréfaction et l'odeur sentait de partout. Donc c'est là que j'ai décidé de repartir chez le boucher et sans même que je m'explique,
Il a compris et visiblement, il a repris le sachet et il a commencé à chercher l'argent pour me le remettre. Et c'est alors que j'ai profité de l'occasion pour comprendre un peu ce qui s'est passé à son niveau. Et il n'a pas hésité à me dire qu'en réalité, c'est pour éviter de souffrir pour extraire le poulet ou le poisson. Quand le client arrive, qu'il est obligé de décongeler, donc de débrancher son congélateur chaque soir en rentrant de sa boutique. Et le lendemain, en arrivant, il est obligé de le rebrancher. Et oui, c'est quelque part aussi une situation pour pouvoir consommer moins l'électricité. Et dans cette situation, ça veut dire qu'il se retrouve dans une situation où il décongèle à souhait des produits assez sensibles que sont le poisson et le poulet. Il l'a avoué et effectivement, j'ai constaté sur place dans son congélateur que les autres poulets aussi étaient dans la même situation. Et ce que j'ai fait sur place, c'était de lui dire de vider ce contenu avant que je puisse, pour que je ne revienne plus tard avec d'autres autorités compétentes. Et il a promis de le faire. Et effectivement, aujourd'hui, je suis reparti chez lui. Et il a avoué qu'il a vidé le reste des produits qui étaient là hier et qui étaient impropres à la consommation. Voilà globalement la mésaventure qui m'est arrivée et je profite de l'occasion pour vraiment demander aux uns et aux autres d'être plus attentifs à ce qu'ils achètent. Voilà. Merci, M. Herman Goumbry, pour ce témoignage. Voilà. Monsieur le Président de la Ligue des consommateurs d'Asmani Traoré, c'est un témoignage qui édifie sur ce qu'on nous vend et ce que nous mettons dans nos assiettes. Déjà, première réaction par rapport à ce témoignage. Oui, la première réaction, c'est d'abord de féliciter ce consommateur qui a vraiment été exigeant et qui a fait demi-tour pour aller signifier aux commerçants en question que ce qu'il fait n'est pas bon. Il a même sensibilisé et mieux encore, le lendemain, il est reparti pour s'assurer qu'effectivement, ce qu'il a demandé la veille a effectivement été exécuté. Et c'est ça que nous demandons aux consommateurs. Avant que l'État ne vienne jouer son rôle régalien de protection du consommateur, je crois qu'il nous revient à nous-mêmes d'être des protecteurs même de nous-mêmes. Parce que personne d'autre ne viendra nous protéger à notre place. L'État est là pour ça, mais vous remarquerez vraiment que ce n'est pas le cas. Il y a les services d'hygiène également qui sont censés être sur le terrain et de vérifier ce genre de produits, mieux de leur donner des formations dans le sens en tout cas de la protection, sinon de la conservation de ces produits, mais visiblement ils sont débordés par le nombre, en tout cas d'acteurs en la matière, tant et si bien que cela ne se constate pas. Donc il revient aux consommateurs d'être vraiment exigeants et nous saluons véritablement l'acte de ce consommateur. Il y a aussi ce cas de poulet, on l'a dit, poulet à aiguille. Effectivement, il nous a été donné de constater dans les réseaux, nous avons entrepris des démarches effectivement pour mieux comprendre. Nous avons même rencontré ceux-là même qui ont été sur la table et qui ont découvert cela. Mais en vérité, cela découle de quoi? C'est certainement donc en lien avec la culture du Burkina. Quelqu'un a dû faire un sacrifice et après le sacrifice, ils ont remis le poulet à un mendiant qui est allé le vendre. Donc c'est à ce niveau-là. Comme il y a des centaines, voire des milliers parfois de poulets à plumer, alors la rapidité dans laquelle on doit faire le travail a été telle que certainement ça a dû passer entre les mailles. Donc du coup, ça a causé un énorme problème, et ce qui dénote une faiblesse à leur niveau. Et c'est pourquoi nous voulons profiter d'ailleurs pour saluer le gérant de la structure qui a pris des dispositions fermes dans le sens de la protection du consommateur, et il a dû donc arrêter tout le dispositif donc de grillade à son niveau, le temps de voir clair, le temps de conseiller, en tout cas de donner tous les b.a.-ba nécessaires à celui-là qui va venir s'installer pour que le consommateur qui vient à son niveau puisse être le plus possible protégé. Et cela au prix, j'allais dire, de la baisse de son chiffre d'affaires.
Oui. Monsieur le directeur général des productions animales et halieutiques, il y a justement la production, ces produits animaux et halieutiques, mais l'autre dimension, bien sûr, c'est la consommation. Et là, on se rend compte que c'est surtout à ce niveau qu'il y a le danger. Oui, je rectifie, je ne suis pas le directeur général des productions animales, mais plutôt le directeur du centre de promotion de l'agriculture villageoise. Pardon. Alors, pour ces produits, comme le disait M. Traoré, en fait, nous, au niveau du ministère, nous faisons des contrôles, parce que ce soit les ruminants qui sont abattus dans les abattoirs ou dans les aires d'abattage, ou que ce soit la volaille, en tout cas, qui est abattue dans des abattoirs, j'allais dire, dont l'abattage est assez organisé, là, nous procédons à des contrôles. Pour ce qui est des produits à l'importation, je parle de ceux qui ont été, j'allais dire, officiellement importés. Je ne parle pas des produits qui entrent frauduleusement. Il y a des contrôles aux frontières qui, en tout cas, de notre point de vue, quand c'est fait comme nous le voulons, effectivement, nous pouvons avoir la certitude que les produits qui rentrent dans les plats sont de bonne qualité. Mais évidemment, comme je l'ai dit, ce sont les abattages contrôlés. Ce qui n'est pas contrôlé, nous n'avons aucun moyen d'aller... plutôt, les abattages organisés, ce qui n'est pas organisé, nous n'avons aucun moyen d'aller contrôler. Si bien que, comme le disait M. Traoré, nous pensons que c'est une question qui doit être gérée de manière générale par l'ensemble de la population, parce que si quelqu'un surprend son voisin qui est en train d'abattre clandestinement des animaux devant chez lui, qu'il puisse avoir le courage de le dénoncer, un peu comme ce qu'a fait l'autre client, où quand il est parti payer son poulet, il s'est rendu compte qu'il n'est pas de bonne qualité. Il est rapidement parti poser le problème et rapidement demander également aux vendeurs de prendre des dispositions pour que ça ne se répète pas. Je pense que là, quelque part, il contribue en fait à la protection de la santé de la population en général. Et c'est ce que nous demandons. Parce que, évidemment, comme il le disait, nous n'avons pas assez d'effectifs pour pouvoir faire le tour de toute la ville, pour pouvoir savoir qui fait quoi à tel niveau ou à quel niveau. Donc, c'est une question pour laquelle, comme ça est demandé... la responsabilité du consommateur est très engagée. Forcément, il y a sa responsabilité qui est engagée. C'est vrai, nous sommes chargés de faire le contrôle, mais en même temps, il faut que nous soyons aidés dans cette tâche par le consommateur, qui est la victime dans tous les cas. Docteur Sylvain Raoul Bazier, donc de l'abattage à la consommation, tout le danger se trouve à ce niveau. Alors, merci beaucoup pour l'intérêt porté déjà à mon sujet de recherche qui a justement porté sur la composition et le risque chimique associé à la consommation des poulets fumés grillés au Burkina. Alors déjà, le Burkina, c'est un pays de tradition, production, consommation de poulets. Donc, il était nécessaire et impérieux de pouvoir se pencher un peu sur ce produit-là. Donc, ceci a motivé justement l'intérêt que nous avons donné à ce sujet-là. Alors, il faut dire que le travail que nous avons mené, c'est essentiellement 4 activités principales que nous avons menées, notamment de comprendre un peu les différentes pratiques, c'est-à-dire depuis l'abattage jusqu'à la transformation. Le poulet aussi, c'est un produit de grande consommation qui concourt justement à la couverture d'un certain nombre de besoins nutritionnels. Donc, il fallait aussi déterminer les caractéristiques physico-chimiques et nutritionnelles, mais aussi de par la nature du produit et les techniques de production qui favorisent un certain nombre de contaminations. Donc, nous avons jugé bon aussi de doser un certain nombre de contaminants chimiques et à la fin de faire une évaluation de risque auquel la population de façon générale est exposée. Donc, en résumé, pour dire sur toute la chaîne, il y a des points d'entrée d'un certain nombre de contaminants qui peuvent se retrouver comme des dangers au niveau du consommateur. Est-ce que l'étude justement a porté justement depuis l'élevage justement jusqu'à l'abattage, je vais parler sur cette première partie, est-ce qu'il y a véritablement danger? Est-ce que vous avez fait des constats à ce niveau aussi? Non, l'étude n'a pas porté sur les conditions d'élevage. Nous nous sommes intéressés aux produits juste avant la consommation, c'est-à-dire le poulet déjà prêt pour la transformation. Donc nous ne sommes pas concentrés sur les conditions d'élevage, mais les poulets qui sont déjà adultes, qui sont prêts à être transformés à partir de cet instant-là, et les différentes pratiques de transformation. Et donc, à ce niveau, le constat que vous faites, c'est que le poulet bicyclette, c'est nutritif, c'est encouragé. On est d'ailleurs dans une dynamique de labellisation.
c'est une très bonne chose, économiquement parlant, mais vous dites, attention, il y a quand même des dangers. Il se situe où, justement, les dangers? Alors, il faut d'abord peut-être définir ce que c'est qu'un danger quand on est en toxicologie alimentaire. C'est d'abord tout agent biologique, physique ou chimique qui peut se retrouver dans un aliment et susceptible de créer des problèmes de santé. Alors, quand on prend la nature même du poulet, qui est une chair, sa composition biochimique avec de la matière organique, notamment les protéines, notamment la matière grasse, lorsque ces matières-là sont en contact avec de la chaleur, il y a des substances que nous appelons des substances néoformées qui peuvent se produire. Mais aussi d'autres types de contaminants qui sont des produits, des substances qui sont issues de la combustion incomplète, par exemple de la matière organique, notamment la fumée, qui renferment un certain nombre de substances chimiques qui peuvent être très dangereuses. Donc, le processus de transformation peut justement causer un certain nombre de contaminants qu'on a essayé d'identifier. Donc, les dangers, ce sont les contaminants qui se retrouvent maintenant au niveau de ces poulets-là. Mais en toxicologie aussi, nous disons que la présence effective d'un danger dans un produit ne crée pas à l'absolu un problème de santé. C'est là que nous sommes allés un peu plus loin pour faire une évaluation de risque. On peut déjà définir le risque comme étant la probabilité pour qu'un danger puisse s'exprimer. Là, il y a différents paramètres qui rentrent en ligne de compte, notamment les données de concentration de ces contaminants sur le poulet, mais aussi les données de consommation, c'est-à-dire les fréquences de consommation et les quantités consommées. Alors, lorsqu'on fait maintenant le croisement de ces deux données, il existe des modèles mathématiques qui permettent maintenant d'estimer le risque pour dire, à la fin, voilà les contaminants qu'on a trouvés à tel taux, et voilà les quantités et les fréquences de consommation. Lorsqu'on fait le croisement, on peut estimer maintenant le risque pour voir véritablement quels sont les différents scénarios qu'on peut observer par rapport à un risque lié à la consommation de ces poulets transformés. Est-ce que vous avez eu affaire à des cas pratiques de problèmes de santé publique liés justement à la consommation de poulet dans cette phase de préparation, de grillade, etc., liés à cette question? Alors, c'est toujours une évaluation de risque. Les différents contaminants que nous avons dosés, ils sont connus, ils sont caractérisés. Il y en a, ils ont des propriétés cancérigènes, il y en a, ils ont des propriétés qui peuvent être toxiques au niveau des foies, au niveau des reins, un certain nombre d'organes. Voilà. Mais généralement, l'exposition à ces contaminants chimiques ne sont pas des actions immédiates qu'on peut observer juste après avoir consommé du poulet. Ça peut prendre plusieurs années pour pouvoir s'exprimer. Voilà. Donc, de façon pratique, on ne peut pas dire, bon, quelqu'un qui consommerait un poulet qui est contaminé à un certain nombre d'éléments peut directement manifester la maladie. Contrairement, par exemple, aux contaminants microbiologiques, lorsque tu consommes un poulet qui est fortement contaminé avec des micro-organismes pathogènes, tu peux avoir directement des problèmes de ventre, des diarrhées, ainsi de suite. Donc, les questions de santé liées aux contaminants chimiques ne sont pas immédiates, qu'on peut observer juste après la consommation d'un poulet. Donc, c'est juste dit, faisons attention, sinon en vérité, le risque n'est pas mesurable et puis il n'y a pas de quoi être inquiet. Oui, c'est ça justement tout l'intérêt. Il y a le danger qui peut s'exprimer à tout moment, mais c'est sous une certaine condition qu'il faut justement chercher à déterminer. Et l'un des principaux facteurs du moins, c'est la consommation. Vous voyez, on parle toujours de dose. Il y a des contaminants à une certaine dose, l'organisme est capable justement de pouvoir le libérer. Mais lorsqu'il y a une accumulation, voilà, ces dangers-là peuvent maintenant s'exprimer. Alors donc, ce que nous avons fait dans le cadre de cette thèse-là, c'était de faire d'abord une enquête de consommation pour comprendre un peu les habitudes de consommation des poulets. Donc, nous avons collecté un certain nombre d'informations. Nous avons d'abord divisé notre population d'enquête selon la structure même
de la population de la ville de Ouaga, où nous avons intégré toutes les couches socio-économiques pour pouvoir collecter des informations qui vont refléter un peu la réalité du consommateur à Ouaga. Alors donc nous avons classé aussi ces consommateurs-là en fonction de la fréquence et des quantités en petits consommateurs, consommateurs moyens et les gros consommateurs, en fonction justement des quantités de poulet consommées. Et comme je le disais, il y a des modèles mathématiques qui permettent justement à chaque niveau de consommation de pouvoir déterminer les risques. Voilà, donc les principales conclusions que nous tirons est qu'au niveau de la consommation moyenne et consommation minimale, il n'y a véritablement pas de risque préoccupant. Voilà, parce qu'il y a des seuils pour pouvoir mesurer si le risque il est préoccupant ou bien il n'est pas préoccupant, en fonction des modèles que vous allez adopter pour justement évaluer ce risque-là. Donc, au niveau de consommation minimale et puis moyenne, il n'y a véritablement pas de risque préoccupant. Mais cependant, ce qu'on a constaté, ou du moins considéré comme les gros consommateurs, il y a effectivement un risque préoccupant lié à un certain nombre de contaminants, notamment ce que nous appelons les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Je disais tantôt, ce sont des composés toxiques chimiques qui sont issus de la combustion incomplète de la matière organique. Donc, tout ce qui est fumé en contient. Donc, tout aliment qui est en contact direct avec la fumée est susceptible justement de... Voilà. Donc, même déjà, les producteurs, lorsqu'ils sont dans un environnement où ils inhalent même ces fumées-là, ils sont justement sujets au même risque que, par exemple, le fumeur. Parce que c'est la principale... les principales molécules qui se retrouvent justement dans ces fumées-là. D'accord. Oui. Justement, je voulais féliciter le docteur pour cette étude qui permet en tout cas de dire que tout aliment est susceptible d'être toxique. Même l'eau que nous buvons, qui est même indispensable, peut être un toxique si on en abuse. Dans ces conditions, pour ce qui a été de l'étude, par exemple, les substances qui peuvent apparaître pour nous consommateurs, ce qu'on aurait souhaité avoir, c'est par exemple lorsque vous déposez le produit, c'est dans quelles conditions il faut le déposer pour minimiser les risques d'apparition de molécules susceptibles d'être toxiques. Oui, c'est dans quelles conditions il faut cuire le produit pour minimiser cela. Je suppose que l'étude parce fait des propositions. Il vient d'ajouter le fait que c'est surtout au niveau de la fumée. Et au niveau de la fumée, on sait bien, il y a bien la fumarine qui peut être toxique, bien entendu, mais ça, au niveau du poisson, ben, là, on peut en trouver, certes, mais ce qui est sûr, pour ce qui concerne le poulet, il y a des manières de cuire, comme il a si bien dit, lorsqu'on saute le poulet, ça n'est pas passé par la fumée. Et quand ça va passer par la fumée, quelles sont les quantités de poulet qu'il faut consommer avant que la toxicité se fasse ressentir? Ou alors, quand vous déposez sur le charbon, à quelle température, de quelle façon il faut faire pour qu'il n'y ait pas de fumée, pour qu'il n'y ait pas, j'allais dire, de substances toxiques afin de contaminer le produit. Ce sont des éléments, ces éléments-là que nous, consommateurs, on aurait souhaité avoir pour prendre justement les dispositions afin de prévenir. Je suppose qu'il y a des pistes de propositions, de solutions par rapport à la manière de griller ou de fumer. Tout à fait. Oui. Oui. Avant qu'il ne fasse les propositions, alors, moi je pense quand même qu'il faut qu'on accepte de nuancer. Parce que les hypothèses, moi j'ai essayé de lire également la thèse du docteur Bazier. Alors, c'est parti comme si, en fait, le consommateur a, tous les jours, quand il arrive, c'est du poulet flambé seulement qu'il consomme. Alors qu'aujourd'hui, il peut consommer du poulet flambé, demain c'est du poulet brisé, après c'est du poulet, j'allais dire, cuit, sauté à la maison, ainsi de suite. Donc, si bien que... Oui, poulet télévisé. Donc,
Et même là, au niveau du poulet flambé, ça dépendra en fait du bois qui a été utilisé, ça dépend du niveau de séchage du bois parce que la quantité de fumée va dépendre en fait. Donc pour moi, il y a tellement d'éléments qui conditionnent en fait la qualité du produit fini que, bon, en tout cas, les conclusions, on peut les tirer scientifiquement, mais je ne pense pas que ça puisse véritablement inquiéter objectivement le consommateur. Et pour moi, on doit pouvoir continuer encore à le consommer. Il n'y a pas d'inquiétude, mais comme on l'a dit, c'est avoir de la modération quand même. Oui, ce qui est évident, c'est que comme tout produit alimentaire, l'excès nuit. Voilà, quand on consomme même le taux, si on le consomme excessivement, on finira par avoir un gros ventre. Voilà. Ceux qui sont diabétiques, par moment, savent bien que même ces repas, que ce soit le riz ou le taux, en tout cas tout ce qui contient du sucre d'une manière ou d'une autre, il faut modérer. Donc pour moi, je mets un peu la question du poulet dans ce cadre. Et dans tous les cas, quand on va dans le sens de l'exposition à la fumée, ce n'est certainement pas, même le poulet flambé, n'est certainement pas le produit le plus exposé en fait, à la fumarine, comme le disait dont parlait M. Traoré. Donc pour moi, en tout cas, c'est vrai, j'ai félicité le docteur Bazé, comme Traoré vient de le faire. Mais je dis bien, en tout cas pour le consommateur, en tout cas pour la conviction scientifique et technique, il n'y a pas d'inquiétude majeure qui puisse amener les gens à aller vers un reflux. Justement, l'objectif justement c'est de faire comprendre ça, cette nuance, pour ne pas que ça impacte justement l'économie justement liée à cette activité qui rapporte gros aux producteurs, mais aussi aux vendeurs, mais aussi aux grilleurs, etc. Mais c'est important aussi de savoir qu'il faut de la mesure, comme on l'a dit. Docteur Bazier, justement, est-ce que l'étude nous offre des pistes par rapport au degré de grillade, etc. Comment faire en sorte, parce que nous aimons bien aussi ce poulet flambé, comment faire justement pour que, là, le défi, c'est surtout au niveau des grilleurs, je suppose, comment faire en sorte qu'on continue à consommer, même si c'est de façon exagérée, tout en minimisant le danger. Alors, ce que je voulais revenir sur un aspect. En réalité, l'étude s'inscrit dans le cadre justement de l'amélioration de ces produits, voilà, de ces pratiques-là. L'étude s'est déroulée dans le cadre d'un projet sous-régional, projet qu'on a dénommé Kalisani, qui a concerné 3 pays, le Burkina, le Niger et puis le Bénin. Donc on a essayé de regarder dans l'ensemble de ces 3 pays-là quel était le produit fumé grillé qui était en vedette. Au Niger, ils ont travaillé sur le kilichi, qui est la viande séchée grillée. Au Bénin, ils ont travaillé sur le poisson et le porc. Ici, c'est évidemment le poulet en tête. Voilà, en tête. Donc, l'idée, en fait, c'était de pouvoir améliorer ces produits fumés-là. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que ces productions primaires-là contribuent vraiment à l'économie nationale. Déjà, les derniers chiffres du ministère en charge des ressources animales font état d'une consommation de plus de 100 000 poulets consommés par jour. Voilà. Imagine que pour un prix de vente moyen de 3 500, imaginez la masse d'argent qui est injectée à l'économie locale tous les jours juste pour la vente de ces poulets-là. Pour dire que c'est un produit de grande consommation et justement, toute initiative allant dans le sens de l'amélioration est toujours bonne à prendre. Alors, l'idée ici n'est pas de décourager les consommateurs. Non, loin de là. Parce que nous consommons tous le poulet et puis c'est bon. C'est vraiment bon, ça donne une valeur ajoutée à nos produits locaux où on n'est pas chaque fois obligé de faire partie ces volailles-là sur pied. Voilà, donc l'idée c'était vraiment d'améliorer. Alors, je disais, la première activité a d'abord été de caractériser l'environnement même de transformation pour caractériser les pratiques. Déjà, nous avons identifié plusieurs types en fonction justement de la nature du combustible utilisé, notamment le charbon et puis le bois. Donc, il fallait d'abord faire un état des lieux pour voir quelles sont les pratiques, voir déjà les qualités de ces poulets qui sont présentement produits
et maintenant penser à un solutionnement maintenant aux questions qui pourront être posées, notamment comment est-ce qu'il faut améliorer. C'est ça. Toute la question, elle est voilà, là. Toute la question, il est là. D'abord, la nature du combustible utilisé est très déterminante ici. Lorsque nous utilisons par exemple le bois et puis le charbon, les quantités de fumée produites ne sont pas du tout comparables. Au niveau du bois, on a plus de fumée qu'au niveau du charbon. Et en fonction justement de la composition même du bois, il y a que certains bois produisent plus de fumée que d'autres. L'état de déshydratation du bois va déterminer aussi les quantités de fumée produites. Donc tout ça, c'est des pistes pour pouvoir faire des propositions sur quel type de bois utiliser pour des activités de fumage. En Europe, si vous partez, vous n'allez pas trouver des charbons ou bien du bois qui sont vendus juste pour faire les barbecues. Il y a des types de bois qui sont spécifiques en fonction justement de leur environnement, les possibilités qui leur sont offertes pour utiliser tel ou tel bois, parce que ça réduit justement la production d'un certain nombre de composés qui sont... Donc, pour nous d'abord, c'était de faire l'état de lieu, quelle est la qualité actuelle et qu'est-ce que nous pouvons proposer. Comme proposition, nous avons essayé avec des équipementiers locaux ici, au niveau de Ouaga ici, pouvoir imaginer des grilloirs qui vont permettre à ce que le produit ne soit pas en contact direct avec la fumée, par exemple. Par exemple, des fours à plusieurs chambres, c'est-à-dire d'abord une première chambre où la combustion du combustible est faite et la chaleur va se transiter aussi dans une autre chambre où se trouve maintenant le produit, où on va limiter justement le contact direct avec la fumée. Il y a aussi des possibilités de placer des filtres qui vont filtrer justement les fumées avant même que ces fumées-là ne soient en contact avec le produit, qui sont aussi des moyens pour pouvoir réduire justement le contact direct entre le produit et puis la fumée. Il y a aussi l'autre possibilité que nous avons envisagée aussi, c'est de proposer le gaz, par exemple, comme combustible, qui produit moins de fumée. Là aussi, on va obtenir des produits avec la présence de ces composés qui sont présents dans les fumées, mais il faut aussi s'assurer que la combustion du gaz aussi ne produit pas d'autres types de contaminants qui peuvent... Voilà. Donc tout ça, c'est des propositions que nous avons faites pour pouvoir améliorer justement ce produit qui est tant brisé. Donc, je disais tantôt, il y a des dangers qui sont liés à ces contaminants-là. Mais la présence de ces dangers seuls ne peut pas nous dire que le poulet lui-même, il est dangereux. Il faut faire ce que nous avons fait, l'estimation du risque. Et là, forcément, les quantités et les fréquences de consommation vont permettre de le dire. Est-ce que la consommation peut justement exposer le consommateur à ces éléments toxiques? Ça pourrait être en tout cas une autre étude. C'est bien ce que nous souhaitons. Voilà. Donc, au niveau vraiment des consommations moyennes, avec ce que nous avons collecté comme données de consommation moyenne, il n'y a pas de risque préoccupant pour la consommation de ces poulets-là. Mais lorsque peut-être vous allez me demander quelle est la consommation maximale. Nous avons essayé de regrouper les consommateurs justement en fonction de leur fréquence et la quantité de consommation. Vous voyez, au Burkina, nous avons cette culture-là de ne pas manger le poulet seul. C'est toujours entre amis, entre copains, voilà. Donc, on essaie de voir la fréquence. Je consomme le poulet combien de fois par jour, avec combien de personnes, quelle est ma quote-part en termes de quantité. Et on ramène cette consommation à une consommation journalière. Et en fonction du poids, en fonction de l'espérance de vie, on fait une estimation pour dire un Burkinabé qui consomme telle quantité de poulet tous les jours, pendant toute sa vie, il a cette probabilité de pouvoir développer une maladie liée à ces molécules toxiques que nous avons énumérées tantôt. C'est beaucoup de calculs là. Juste une précision.
est la dimension, je vois quand on fait ça, c'est le côté un peu noirceur, calciné. Est-ce que ça aussi, c'est à part ou c'est lié aussi à la fumée? Oui, c'est lié à la fumée. C'est lié à la fumée d'une part, mais c'est lié aussi à ce que nous appelons des réactions de Maillard. Voilà, souvent, bon, des thèmes techniques pour ne pas... Voilà, lorsque, par exemple, quand tu prends la composition biochimique même du muscle, il y a la créatine, il y a les acides gras qui sont là, et en présence d'une forte chaleur, des chaleurs nues, qui sont directement en contact avec le produit, il y a une production de ces substances-là, que nous appelons les amines aromatiques hétérocycliques. Les amines aromatiques hétérocycliques qui sont très cancérigènes, aussi bien que les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, il fait que souvent, quand on communique avec des termes scientifiques que les gens ne comprennent pas, souvent c'est un peu difficile. Vous prenez par exemple en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer a classé la viande transformée comme cancérigène. Ça fait peur d'entendre ça. Il y a eu vraiment un débat autour de ça dans les pays occidentaux avec les firmes justement qui produisent beaucoup plus de viande. C'était tout simplement attirer l'attention du consommateur que la viande permet justement la couverture d'un certain nombre de besoins. Mais la nature même de la chair musculaire, on ne le consomme pas cru. C'est toujours en présence de la chaleur, c'est toujours en présence d'un certain nombre de combustibles, mais qui produisent aussi un certain nombre de contaminants. Parce que plus c'est calciné, plus qu'on a l'impression que c'est bien cuit, là. Oui, monsieur Traoré. Moi, je voulais revenir là-dessus pour dire que c'est bien de lever le lièvre, pour dire que ce n'est pas sain à 100% le poulet lorsqu'on le grille. Je suis d'accord, mais je vais ajouter que ça, c'est au niveau de tous les aliments, en fait, comme on l'a si bien dit ici. Mais au-delà, pour ce qui est du poulet, je me réjouis de la clarification qui est faite, à savoir que le poulet du Burkina Faso n'est pas toxique, comme on a comme on l'a vu à travers les réseaux. Il n'est pas toxique, mais il peut contenir une certaine toxicité selon la façon de cuire, et cela pendant une certaine, disons, lorsqu'on consomme également une certaine quantité donnée. Cette précision est nécessaire, d'autant plus que ça va créer une certaine psychose au sein des consommateurs et on ne savait plus à quel sens se vouer. Donc, merci pour la précision, mais ce qui est sûr, c'est que le poulet, comme il a dit, continuera toujours d'être consommé, mais il revient aux autorités, tout comme aux scientifiques, d'accompagner les acteurs pour qu'ils mettent dans la sensibilisation, dans la formation, et mettre sur la table du consommateur du poulet de qualité irréprochable pour la santé du consommateur. Oui, docteur Ouattara. Oui, justement, parlant des autorités, moi je pense que je ne dis pas que c'est arrivé, mais il y a quand même beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits pour encore rassurer davantage la population sur la qualité du produit. Je le dis comme ça parce que parlant des métaux lourds, notamment ce que le docteur Bazé a appelé les éléments transmétalliques. Là. Il faut dire que le ministère des Ressources animales et halieutiques a fait adopter un décret, un conseil des ministres, un décret qui réglemente en fait l'importation, la production et la commercialisation des aliments pour animaux, que ce soit la volaille, le bétail ou le poisson, tout est contenu à l'intérieur. Et les substances, justement, dont il parle, notamment les éléments transmétalliques, font partie des substances pour lesquelles des seuils sont bien fixés. Et théoriquement, quand les aliments contiennent jusqu'au-delà des seuils-là, effectivement, ils ne sont pas autorisés à être vendus sur le marché du Burkina Faso. Et l'autre chose que je dois dire, c'est que tout quand est fabriqué au niveau local. Oui, pour ce qui est des aliments que nous utilisons, en tout cas pour nos animaux, l'essentiel est vraiment produit au Burkina Faso, et particulièrement la volaille, ça, il n'y a rien qui soit importé. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que quand on prend également le poulet local, c'est un poulet pour lequel nous utilisons très peu de produits vétérinaires. Et la plupart des produits, pour ne pas dire presque tout ce que nous utilisons comme produits vétérinaires, sont des produits qui n'ont pas de délai d'attente. Autrement dit, ils peuvent être vaccinés aujourd'hui, consommer demain sans aucun danger. Le danger au niveau du poulet se situe
au niveau des poulets importés frauduleusement. Je précise ça comme ça parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on va sur tous les marchés, on trouve des produits frauduleux un peu partout. Parce qu'il y a les quelques-uns que nous autorisons pour les mines, pour certaines mines. Vous autorisez l'importation de poulet? Oui, il arrive que pour les besoins de certaines mines, en tout cas quand il se trouve que la production nationale ne répond pas à un moment donné, que ce soit autorisé, mais c'est vraiment des petites quantités. Ah bon, ça arrive que la production nationale n'arrive pas à satisfaire la demande? Il faut dire que pour ces mines-là, beaucoup, c'est des poulets de chair. Voilà. Et les poulets de chair, vous voyez bien l'année passée avec la Covid, il y a eu un long temps où en fait, les agriculteurs locaux ont eu du mal à avoir des poussins d'un jour pour Parce qu'il y a des miniers qui ne veulent pas le poulet local? Oui, en tout cas, ils préfèrent le poulet de chair. Voilà. Et le danger justement au niveau des poulets importés frauduleusement, c'est que quand on va sur le marché, vous avez souvent entendu parler de ces poulets qu'on vend des cartons de 10 poulets à 19 000 là. En général, si vous voulez, pour ce que nous avons vu, c'est des carcasses de poules pondeuses réformées. Et ces poules pondeuses réformées, c'est justement des poules pour lesquelles, au cours des élevages, beaucoup d'antibiotiques ont été utilisés. Beaucoup d'antiparasitaires ont été utilisés. Il y a beaucoup de risques, effectivement, qu'on trouve des résidus d'antibiotiques dans ces produits. Voilà. Parce que pour les cas qui sont autorisés, là, effectivement, il y a un certificat sanitaire qui accompagne, mais pour ces cas d'importation frauduleuse, là, personne ne peut vous assurer aujourd'hui que la qualité est saine. C'est pour ça qu'il faut bien, comme je le disais au début, qu'on s'entraide, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une bataille seulement du ministère. En tous les cas, au cours d'une sortie récente de notre ministre de tutelle, le docteur Modeste Yerbanga, on s'est rendu compte quand même que ce soit les services de douane, les services de la gendarmerie ou de la police ou même des eaux et forêts, chacun contribue quelque part, en tout cas à nous aider dans le contrôle de ces produits. Mais la réalité, elle est encore là. Ces poulets sont présents sur notre marché. Et l'impression que le consommateur a, c'est qu'au niveau de l'autorité, on n'en fait pas assez. Oui, mais ceux-là, on les trouve rarement dans nos grillades dont je parle. Tout à fait. Oui, parce que ceux dont je parle, c'est des poulets effectivement que les gens amènent surtout à la maison. Ceux qu'on prend dans les cartons à 19 000 là. Voilà. Et oui, ils sont différents quand même de nos poules. Oui, mais ils vont rarement dans les grillades dont je parle. Oui, je veux dire, voilà. C'est consommé par des Burkinabés. Oui, c'est consommé par des Burkinabés. En tout cas, le danger est là et c'est pour ça que nous attirons l'attention des uns et des autres. Docteur Traoré. Ces cartons ne devaient pas se trouver au Burkina. Exactement. Parce que je me rappelle la dernière incinération que nous avions faite et dont les images paraissaient ici tout à l'heure, c'est que sur les emballages, les cartons là, il était écrit Made in Russia. Made in Russia. Alors imaginez que le poulet quitte la Russie, il traverse le Pacifique, l'océan Indien plutôt, il vient au niveau de l'Atlantique jusqu'aux côtes de l'Afrique de l'Ouest, remonter au Burkina pour être vendu à l'unité 1700 francs. Mais c'est parce que c'est pas permis la consommation là-bas. On cherche un dépotoir et c'est nous, les incinérateurs. Nos estomacs ici sont transformés en incinérateurs purement et simplement. Et comme l'a dit le docteur tout à l'heure, ces poulets, on ne sait pas dans quelles conditions exactement ils sont élevés. Et du coup, ça pose le problème de résidus de pesticides, de résidus d'antibiotiques, et ça va nous causer d'autres types de maladies, des maladies, j'allais dire, des maladies publiques, là, où on va se retrouver encore à se retourner vers eux pour commander à nouveau les produits. Donc, peut-être que nous produisons, nos enfants vont encore dépendre d'eux en matière donc, de produits pour se soigner. C'est dire que c'est une roue que nous essayons de maintenir. Et l'ensemble de ces poulets dont le docteur disait qu'ils sont retrouvés ici ne passent pas forcément par les frontières, j'allais dire, ou ne passent pas frauduleusement par la frontière, ça passe par la frontière normale. C'est parce que c'est des quantités importantes qui sont déversées dans nos villes ici. Par les frontières normales, ça veut dire par les frontières normales. Donc, quelque part, quelqu'un ne joue pas son rôle. Et il faut oser le dire. Oui, à ce niveau, je vais quand même nuancer un peu. En fait, ce qui passe par les frontières normales, c'est sous autorisation officielle. Autrement dit, il y a les certificats effectivement de salubrité qui accompagnent. Mais ce qui passe par la frontière, mais qui n'est pas autorisé. Oui. Ce qui passe par les frontières et qui n'est pas autorisé, moi, je considère que c'est des produits frauduleux. Voilà. Et pour ajouter au danger là-bas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, c'est des poulets qui doivent être conservés, même quand ils sont officiellement autorisés, à moins 18 degrés. Et le délai normal de conservation pour le maximum, c'est 24 mois.
Mais ce qui se passe, c'est que quand ils les gardent chez eux pendant un certain temps et qu'il n'y a pas preneur, ils modifient les étiquettes. Et c'est pour ça que ces poulets, quand vous les prenez, M. Traoré a parlé de la Russie, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas seulement citer la Russie. Il y a la Russie, il y a la France, il y a le Brésil, il y a l'Argentine, il y a les États-Unis, il y a les Pays-Bas. Il y a vraiment presque tout. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire avec exactitude d'où viennent ces poulets. À cela, j'ajoute les cuisses également, les cuisses de poulet qu'on retrouve. C'est-à-dire qu'ils enlèvent les parties précieuses, le blanc là, et nous nous retrouvons avec les bas morceaux qui sont les cuisses sur lesquels justement nous consommons. Ce que je veux dire, ce que l'État autorise, les poulets autorisés par l'État, c'est destiné uniquement à la consommation des sociétés minières, vous voulez dire? Essentiellement. Essentiellement. Voilà, À part ça, vous n'autorisez pas d'importation de poulets pour le grand public? En tout cas, c'est rare. Parce que nous tenons compte de notre production nationale. C'est quand il y a un besoin de complément de la production nationale que c'est fait. Et je dis bien, l'essentiel des autorisations, c'est très souvent pour les sociétés minières. Très souvent, ça veut dire que ça arrive que vous accordez des autorisations pour le grand public? Ce que je dois dire pour ajouter un peu à la fraude, c'est qu'il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils demandent une certaine quantité pour les sociétés minières, mais à ça, en fait, par moment, ils en ajoutent, ils vont au-delà. Donc c'est ce surplus, en fait, qui peut se retrouver sur Non, moi, là, nous n'avons aucun moyen de... Je me mets en porte-à-faux contre cela. Ce n'est pas le surplus de ce qui est autorisé pour les sociétés minières, mais nous avons vu des poulets qui rentrent par les tricycles. Donc, quelque part, ça rentre par les tricycles, les camions récupèrent, ils rentrent à Ouagadougou. La dernière saisie avec la police, là, c'était dans une fourgonnette. Non, donc, c'est pour dire que les poulets rentrent par tous les moyens possibles, mais là aussi, c'est lié au fait que le Burkinabé a la peau dure. Par rapport à ce que le consommateur disait tout à l'heure au téléphone, il faut que le consommateur lui-même prenne conscience du danger qui est lié à la consommation de ces produits-là. À partir de ce moment, s'il ne l'achète pas, je crois que quelqu'un ne trouvera pas intérêt à importer du poulet. Oui. C'est à ce niveau qu'il faut travailler. Oui, sensibiliser le consommateur pour qu'il comprenne le risque lié à la consommation de ces poulets qui rentrent de façon frauduleuse dans notre pays, dont l'entrée d'ailleurs est interdite. Oui, je nuance un peu ce que vous venez de dire, M. Traoré. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que les poulets dont l'importation est autorisée là, ils ne viennent pas par des tricycles, ils ne viennent pas par des camions simples, ils viennent par des camions frigorifiques. Ces camions frigorifiques sont contrôlés. Voilà. Tout ce que vous allez voir qui rentre par des camionnettes, ou des fourgonnettes ou des tricycles, ça, ce n'est pas la voie frauduleuse. Ce n'est pas ceux qui sont autorisés officiellement. Sinon, ceux qui sont autorisés à la frontière, ils sont contrôlés. Et on s'assure bien que les 18 degrés sont respectés, moins 18 degrés sont respectés. On sait que le poulet rentre toujours avec le poisson. Il y a du pays poulet avec le poisson. Et du poisson de mauvaise qualité. Le poulet rentre avec le poisson, absolument. Et c'est là toute l'inquiétude. Le téléspectateur, le témoignage tout à l'heure de M. Gombri, on l'a entendu, hein, congeler, décongeler, pour des raisons d'économie d'énergie. Et est-ce qu'au niveau du ministère, on est conscient de cette situation et qu'est-ce qu'on fait justement aussi au niveau des boucheries pour sensibiliser davantage et puis aussi pour contrôler? Je suppose que vous délivrez des certificats d'hygiène à ces structures. Qu'est-ce qui est fait justement pour que au niveau de ces boucheries-là, justement, on ne retrouve pas ce type de produits congelés, décongelés, parce qu'on veut juste économiser son énergie? Oui, à ce niveau, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le ministère procède par des sensibilisations. Il y a des contrôles également qui se font de temps en temps. Mais la réalité est que, en fait, c'est des contrôles qui nécessitent quand même la participation de la municipalité, c'est-à-dire les services d'hygiène et même de la police municipale, parce que, bon, au niveau du ministère, nous n'avons pas un service de répression. Voilà. Mais à ce niveau-là, comme je l'avais dit au départ, en fait, il faut bien qu'au niveau national, nous nous entraidons. C'est-à-dire que c'est un travail vraiment de tout le monde. Et quand quelqu'un va avoir une telle situation, qu'il puisse dénoncer en fait l'intéressé, plutôt que de rester observé, attendre d'être victime. Puisque, comme je l'ai dit, nous contrôlons les importations, nous contrôlons également les animaux qui sont abattus dans des conditions bien organisées. Mais sur le marché, c'est dispersé, nous n'avons pas les moyens d'être partout à la fois. Et ça, c'est vraiment le concours de l'ensemble de la population qui peut nous aider à arriver, j'allais dire, à assainir les produits sur le marché. Donc, comme pour dire que ce travail-là, Monsieur Traoré, avec la presse, aussi. On sait c'est surtout dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso que
on consomme ce type de produits. Est-ce que véritablement vous avez l'impression qu'il y a la ferme volonté au niveau de l'autorité, au niveau de la Ligue des consommateurs déjà, vous faites des efforts, même si visiblement à votre niveau aussi il y a des limites. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une ferme volonté et une conscience claire du danger de ce qui se retrouve dans nos assiettes par rapport à ces produits animaux et halieutiques, notamment le poisson, le poulet? Bien, la volonté, permettez-moi de douter, hein, parce que quelque part, lorsque vous prenez le poulet, on dit qu'il est interdit de le commercialiser. Il est là, au niveau de tous les vendeurs de poissons. Si vous demandez du poulet congelé, on vous le donne. Alors, où se trouve le problème? L'État doit jouer son rôle. Moi, je ne parle pas du seul département des ressources animales, mais je parle de l'État dans son intégralité. Au niveau des communes, comme l'a si bien dit Dr Ouattara tout à l'heure, il y a les services d'hygiène également qui ont la charge de vérifier effectivement l'hygiène au niveau de ces structures-là. Est-ce que le service d'hygiène fait correctement son travail? Là également, il y a un point d'interrogation. Et enfin, j'ajouterai, au-delà du poulet, lorsque vous prenez l'axe Yalgado, vous le permettez, Yalgado, l'École nationale de santé animale, vous avez du poisson qui est étalé, tout autour du barrage d'ailleurs, qui est étalé à l'air libre. Avec l'impression que ça vient du barrage. On a l'impression que ça vient du barrage, mais du poisson qu'on étale à l'air libre comme des fruits, on asperge juste de l'eau. Tout le monde sait que le poisson est prisé par les mouches, mais vous ne verrez aucune mouche là-dessus. Que fait l'État? Et c'est pourquoi je dis qu'il faut que ce soit d'abord le consommateur qui se protège. Vous voyez ça, vous abstenez d'acheter. Parce que tout autour du barrage, ça donne l'impression que c'est du poisson capturé à partir donc de ce barrage. Oui, mais encore faut-il que le consommateur soit suffisamment sensibilisé. Il faut que le consommateur sache qu'en réalité, c'est purement et simplement de l'arnaque. On ne peut pas trouver ce type de poisson-là dans notre barrage. Pire, si on expose du poisson à l'air libre, ça veut dire qu'il a été décongelé. Le lendemain, ce n'est pas acheté, le lendemain, on ramène le même poisson. Bon, au finish, c'est ce qui est arrivé à notre auditeur là, qui va se reproduire. Et lorsque vous achetez et que vous faites des distances, c'est fini. Vous ne pouvez pas revenir. C'est vous le perdant. Donc, quelque part, il faut que les services d'hygiène, l'État, de façon globale, fasse sévir les contrevenants de façon à ce que la bonne pratique prédomine, plutôt que de laisser les gens à leur guise, en tout cas, nous proposer des produits de mauvaise qualité. Moi, je les appelle de mauvaise qualité parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se trouve dans l'eau que l'on asperge sur les produits et sur le poisson et qui empêche d'ailleurs les mouches. Si la mouche refuse, pourquoi est-ce que nous, consommateurs, on va accepter? Quelque part, nous devons réfléchir un peu. Pourquoi les mouches même refusent ce produit et puis nous allons les acheter? En tant que défenseur du consommateur à votre niveau, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas les moyens de votre politique? C'est quoi le problème à votre niveau? Dans la sensibilisation et dans l'action sur le terrain? Il faut dire que l'action sur le terrain, nous n'avons pas le droit, par exemple, d'aller retirer des produits sur le terrain. Ce n'est pas de notre prérogative. Mais nous pouvons faire le plaidoyer auprès de qui de droit, de façon à ce que effectivement le travail soit bien fait. Mais nous préférons mettre beaucoup plus l'accent sur le consommateur lui-même, l'interpeller pour qu'il soit exigeant, très exigeant, comme encore une fois le consommateur qui est passé là, qui a intervenu là ce soir. Mais quelque part, tous nous sommes des consommateurs. Et si nous sommes tous des consommateurs, au niveau de la boutique du quartier, si nous commençons à poser des exigences, je crois que le boutiquier fera de sorte à ce que effectivement les choses aillent au mieux. Parce qu'il n'y a pas que la volaille, il n'y a pas que le poisson, il n'y a pas que les produits frais. Mais à tous les niveaux aujourd'hui, nous sommes vraiment victimes d'une manière ou d'une autre, en tout cas, de pratiques malsaines qui font que les autres s'enrichissent à notre détriment. Donc, le commerce aujourd'hui, quelque part même, on peut le caricaturer, chez certains en tout cas, comme étant « donne-moi ton argent
tiens, va mourir. À certains niveaux, c'est ça. C'est cette caricature-là qu'on peut faire. Donc, quelque part, il nous revient, nous, consommateurs, de prendre les dispositions de façon à ce que nous soyons le plus exigeants. Nous soyons très exigeants vis-à-vis de ceux en face desquels, vis-à-vis de ceux qui nous vendent, j'allais dire, les produits, pour que, quelque part, nous puissions un temps soit peu nous protéger avant d'attendre la protection, en tout cas, de l'État, qui a le rôle régalien à ce niveau-là. L'État qui doit justement jouer son rôle. Je voulais rassurer Traoré que l'État, c'est vrai, on est d'accord que peut-être il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais ce que je dois dire, c'est que quand même, il y a des actions qui sont en cours. Je voudrais que Traoré nous fasse encore plus confiance à l'État. Parce que, vous voyez, c'est un peu difficile. Elle est un peu difficile, cette lutte-là. Je vais juste prendre un exemple. Il y a eu des cas où des vendeurs frauduleux de poulet ont été dénoncés. Ça veut dire qu'officiellement, le congélateur contient du poisson. On se rend compte qu'il y a du poulet, en tout cas d'autres produits non officiellement annoncés qui se vendent. On dénonce, le temps que les services arrivent rapidement, on a mis à l'écart. Ou alors, vous arrivez, il se trouve que le poulet n'est pas sur, les autres produits qui ne sont pas sur place. Ils sont dans une arrière-chambre et c'est le produit officiellement commercial, notamment le poisson qui est exposé. Vous n'allez pas rentrer dans la maison pour aller fouiller. Maintenant, si le voisinage vous rassure qu'effectivement il y a quelque chose qui est dedans, là, en ce moment, vous pouvez aller. Et encore là, je dis bien, c'est des cas pour pouvoir rentrer, il faut avoir la force publique avec vous. Mais si c'est nos techniciens tout seuls, il y a des niveaux auxquels ils ne peuvent pas arriver. Et pour moi, je crois que c'est vraiment un processus. Avec la sensibilisation, avec la répression, progressivement, ça va changer. Mais c'est clair qu'on ne pourra pas changer d'un seul jour cette situation-là. Et je crois que les uns et les autres se rappellent encore qu'à la fin de l'année, juste avant la fin de l'année, le maire central de Ouagadougou avait pris un arrêté pour interdire l'exposition des animaux dans la rue. Mais quand ils ont essayé d'appliquer un peu, je ne sais pas, c'était en tout cas à l'approche des fêtes, en saisissant des produits, vous avez vu tout le tollé que ça a créé au niveau national. Donc, comme pour dire que, en fait, ce travail, tout le monde est d'accord qu'il faut le faire, mais en même temps, mais en même temps, les gens veulent qu'on aille doucement. Et nous sommes obligés d'aller à notre rythme. Et je crois qu'on va y arriver. C'est une question de vie, hein, docteur Bazier. Voilà, pour abonder un peu dans son sens, vous voyez déjà, il y a les consommateurs, il y a l'État, mais il y a aussi même les acteurs de transformation aussi qu'il faut chercher d'une manière ou d'une autre à les organiser. À les organiser pour qu'ils prennent déjà conscience aussi que c'est parce que les consommateurs sont en bonne santé que leurs activités, ils arrivent à faire leurs activités. Est-ce qu'ils comprennent ça? Oui, ils le comprennent. Les boucheries, les poissonneries, ça pousse désormais à tout bout de champ. Oui, je me demande même si certains ont des autorisations. Oui, il faut arriver à ça, arriver déjà à les organiser, à les sensibiliser pour qu'eux-mêmes ils prennent conscience aussi qu'ils doivent mettre du sien pour pouvoir offrir aux consommateurs des produits d'assez bonne qualité. Ça y va même de la survie aussi de leurs activités. Quand tu produis une denrée pour quelqu'un et demain tu le retrouves, demain il ne vient pas. Bon, forcément que ça va impacter un peu sur toi-même tes activités. Donc peut-être l'État peut accompagner, de mon point de vue, l'État peut accompagner aussi ces acteurs-là. C'est vrai, c'est le secteur informel, ce n'est pas bien structuré, mais l'État peut peut-être les amener à s'organiser. Les ressources sont là pour les former sur les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, pour qu'ils améliorent chaque jour les produits qu'ils utilisent. Monsieur Dr Traoré. Je veux juste dire que ça c'est fait. C'est-à-dire qu'il y a une union nationale des transformateurs de volailles qui existe, qui appartient à l'interprofession agriculture volaille locale. Donc, comme pour dire qu'en tout cas au niveau organisationnel, il y a des efforts qui sont faits. Et il y a également que les formations sont inscrites, elles se font, bien sûr. On n'a pas les moyens peut-être de former tout le monde d'un coup, mais en tout cas, il y a des formations qui sont annuellement dispensées à l'endroit, pour ne pas dire au profit des transformateurs. Voilà. Oui, docteur Traoré, peut-être qu'il faut aller aussi vers une publication des... Ok, d'accord. Vers une publication des structures, voilà, je vais dire justement les boucheries, les poissonneries, les bons exemples en la matière, comme le fait le ministère, par exemple, de l'Éducation nationale. À chaque rentrée, on publie la liste des écoles reconnues, celles qui ne sont pas reconnues, à fermer par exemple, on les publie. Peut-être que ça peut guider le consommateur dans le choix.
Oui, nous avons demandé, par exemple, au Laboratoire national de santé publique, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, à ceux qui le publient, par exemple, de façon annuelle, tous ceux-là qui font analyser leur eau minérale, dite minérale. Alors, lorsqu'on publie la liste de ceux qui font analyser leur eau, bon, si vous voyez que l'eau que vous consommez habituellement n'est pas sur la liste, eh bien, c'est une interpellation. Donc, c'est une façon indirecte comme ça que vous devez travailler et faire de façon à ce que vous puissiez nous accompagner. Et ce n'est pas seulement à ce niveau-là, mais on peut aller au-delà. On verra bien au niveau des structures, parce que de façon générale, lorsqu'on va par exemple au niveau d'un débit de boisson, on ne va pas pour acheter une maladie. Tout à fait. Parce qu'au-delà de la volaille, même les verres qu'on utilise sont-ils propres? Lorsque vous passez dans l'antichambre, au niveau donc d'une structure, vous allez regretter. Alors, donc, il faudrait que ceux qui travaillent là aient justement cette notion d'hygiène. Ouais, forcément. Que ceux qui ouvrent les débits de boissons, au-delà du récépissé, en tout cas du document qui lui donne droit d'ouvrir là, qu'il y ait un préalable qu'on lui pose. Le personnel doit suivre une formation. C'est telle structure qui est habilitée à le faire, de façon à ce que, effectivement, lorsque le personnel est installé, on est sûr qu'il y a un minimum quand même à ce niveau-là pour protéger le consommateur. Sinon, le consommateur est laissé à lui-même. Mais c'est pourquoi nous disons qu'à tous les niveaux, le consommateur a ce droit d'exiger. Il a le devoir d'avoir ce réflexe également, de vérifier ce qu'il consomme. Combien sont les consommateurs qui, après s'être installés au niveau d'une structure là pour prendre un poisson braisé ou un poulet, combien sont ces consommateurs qui ont le réflexe de les tirer, par exemple, la bouteille de vinaigre là pour voir si elle est périmée ou pas? Personne ne le fait. J'ai été capable d'acheter et puis ça est terminé. Ou bien que la moutarde, les vinaigres, etc. Et vous avez vu ce qui s'est passé il y a environ 3 semaines où on a démantelé, la police a démantelé un réseau de contrefaçon à la fois de vinaigre, d'eau de javel, de sel, où on récupère les emballages de sel à partir de la poubelle, on reconditionne du sel, etc. Donc, il faut que le consommateur vérifie chaque fois ce qu'il achète. Ça suppose qu'on connaît, vous parlez d'exemples, oui, il y a des choses faciles à vérifier, mais oui. Le poisson congelé, décongelé, par exemple, le poulet congelé, décongelé, comment on vérifie tout ça? C'est là toute la difficulté aussi. Le poisson... Peut-être que quand ça sent, comme tout à l'heure le téléspectateur l'a dit, peut donner des éléments par rapport à la vérification, c'est pas aisé de vérifier avant. Non, avec les spécialistes, en la matière, on pourrait les inviter, ils pourront vous dire exactement à quel niveau est-ce qu'il faut vérifier pour ce qui est du poisson. Le docteur est là. Pour le poulet également, il peut le dire. Voilà, de façon à ce que effectivement le consommateur soit situé. Oui, en fait, ce que je vais dans le même sens que Djibril. En fait, la réalité est qu'il n'est pas facile, il n'est pas toujours facile de vivre. C'est pour ça, je pense que ça, c'est vraiment une invite aux commerçants et aux transformateurs, que chacun comprenne que au-delà de l'argent, en fait, c'est des vies qui sont en jeu. Voilà. Et même lui, commerçant qui vend le produit, peut le retrouver après dans son plat. Il peut ne pas l'amener chez lui préparé, mais il ira peut-être chez Dr Bazé, il ira chez M. Vidraogo pour une visite quelconque, et puis il trouvera le plat, en tout cas devant lui, son produit devant lui. C'est pour ça, je pense qu'on doit comprendre quand même que au-delà de la recherche de l'argent, cet intérêt supérieur-là doit être préservé. Et c'est pas pour couper, docteur. Non, je viens. C'est-à-dire que par rapport aux importateurs, je vais m'adresser particulièrement à eux. Je veux qu'ils comprennent qu'il y a plusieurs enjeux ici. Il y a la question de la santé du consommateur, mais également le tissu économique national. Parce qu'en fait, par le commerce, on peut soi-même avoir vite l'argent, mais ça ne développe pas un pays, j'aime le dire.
Parce que c'est la production locale, la production nationale qui arrive justement à faire lancer les bases de l'économie d'un pays. Docteur Ouattara, est-ce qu'il y a de la morale dans tout ça? Oui, évidemment, il faut qu'on ait ces deux. C'est pourquoi je voulais nous donner un exemple terre à terre de cette dame qui faisait de la friture devant une école. Mais l'huile était frélatée, visiblement c'était de la mauvaise qualité. Et lorsqu'on est parti avec la police, arrêter la dame, on a juste enlevé un de ses gâteaux, donné à sa fille, sa fillette. Elle a retiré. Ah oui, parce qu'elle reconnaît que ce qu'elle vend n'est pas bon. Ah oui, les enfants des autres, c'est pas bon. Mais c'est son enfant qui est un enfant. C'est criminel. Voilà, c'est pour vous dire l'état d'esprit de certains types de commerçants. Hein? C'est pourquoi j'aime à le dire, il n'est pas donné à tout le monde d'être commerçant. Ils en sont conscients. C'est un métier très noble. Le plus important, c'est un métier très noble. D'autres se sont infiltrés dedans pour le profit. À ces gens-là, vous n'allez pas avoir de la moralité. C'est la répression, tout simplement. Oui, la répression et puis la sensibilisation, même la dénonciation. C'est pour ça que la dénonciation doit être de mise voilà. Et la sensibilisation également. Ça, je suis d'accord avec. Oui, docteur Bazier, ça reste en tout cas une préoccupation. Vous êtes intéressé à la grillade, mais avant qu'on en arrive déjà là, il y a déjà tout ce danger autour de la conservation du produit. La question aujourd'hui, c'est comment faire pour que dans nos assiettes, on retrouve des produits animaux et halieutiques de qualité, des produits sains, justement, pour nos populations. C'est toute la problématique. Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement donner les moyens aux services de contrôle, les moyens conséquents pour sévir? Parce que oui, tout c'est à grave, fait. c'est une question de santé publique. Oui, tout à fait. Donc, pour dire qu'il y a une nécessité, de mon point de vue, en tout cas, à une meilleure organisation, donner, par exemple, l'État peut, par exemple, décider de définir chaque fois, par exemple, des cahiers de charges pour pouvoir ouvrir une unité de transformation de poulet avec un certain nombre de conditions, qu'il va se donner aussi les moyens de pouvoir vérifier si, effectivement, ces conditions-là sont vérifiées. Donc, vous voyez, donc, c'est vraiment une préoccupation que souvent le consommateur ne peut pas vérifier à chaque niveau si effectivement ces éléments-là sont pris en compte pour pouvoir lui offrir un produit de bonne qualité. Donc, il y a certes, les populations et les consommateurs doivent avoir ces réflexes-là, mais que les transformateurs aussi puissent savoir que c'est un devoir pour eux. C'est réglementé. Voilà. Un devoir pour eux d'offrir des produits de bonne qualité et que l'État aussi se donne les moyens pour pouvoir suivre justement ces transformateurs-là pour s'assurer que, bon, la population qui sont à leur charge là font aussi face à des produits de bonne qualité qui sont servis par ces transformateurs-là. Donc, c'est toute la chaîne, effectivement, qu'il faut revisiter, essayer de voir où est-ce que ça pêche le plus et puis faire des propositions allant dans ce sens-là. Docteur, je m'excuse, mais il faut aller au-delà parce que nous avons été approchés par un officier de police judiciaire pour sa thèse, disons pour son mémoire ressorti. Et là, il était question de voir dans quelles conditions est-ce que les débits de boissons s'ouvraient. Il y a des textes à cet effet. Mais on se lève, du jour au lendemain, on achète la boisson, on pose les caseaux devant, et puis bon, le débit de boisson est ouvert. Il faut que l'on se dise la vérité. Quelque part, il y a de l'anarchie. Et cette anarchie-là, il n'y a pas quelqu'un d'autre que l'État pour mettre l'ordre. Vous avez beau être dynamique comme organisation de la société civile, si il y a le laisser-aller, les gens iront comme ils veulent. Sinon, les règles existent à tous les niveaux. Mais bon, on se lève du jour au lendemain, on pose, et puis après, quand on vient pour interdire, on dit non. On se débrouille pour avoir à manger. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Le chômage, vous voulez qu'on aille voler? Bon, ça veut dire qu'on n'applique pas les choses comme il se doit. Autrement, on n'assisterait pas à cette anarchie-là. Oh, oui, on est presque en fin d'émission, docteur Ouattara. Peut-être aussi qu'il faut encourager les gens.
le poisson, c'est peut-être encore plus difficile, mais pour le poulet, on peut consommer, c'est-à-dire, je choisis mon poulet vivant, ça existe aussi dans... Tout à fait. Vous choisissez le poulet vivant, on tue devant vous, ça c'est plus intéressant, non? Oui, c'est plus intéressant que de prendre ce qui est dans le frigo. Oui, c'est ce qui arrive avec le poulet flambé, justement, parce qu'en général, vous allez le choisir, on l'abat, on le grille devant vous. Voilà. Mais vous voyez que quelque part, ça ne résout pas le problème de transformation dont le docteur Bazier parlait. Voilà. Mais pour moi, même si on va par ça, on ne résout pas tout le problème, parce que ce n'est pas tout le monde qui aura la possibilité d'aller prendre du poulet vivant pour le faire abattre. Si bien que, alors, de mon point de vue, le travail de sensibilisation, le travail de répression, en tout cas d'application des textes, reste anti et il faut le faire. Et je pense que le meilleur moyen pour y arriver, c'est vraiment ça, quoi. Parce qu'avec la labellisation, les cahiers de charges dont le docteur Bazé parlait, effectivement, c'est prévu. Il y aura des cahiers de charges pour l'élevage. Il y aura également des cahiers de charges, je parle des conditions d'élevage, des cahiers de charges également pour les conditions de transformation, tout ça. Donc, de mon point de vue, quelque part, en tout cas sur le plan réglementaire, la question sera prise en charge. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'on se batte ensemble pour l'application, effectivement, de ces documents. Parce que, comme nous l'avons toujours dit, l'État tente, l'État essaie avec ses moyens, mais il y a qu'il faut, il faut renforcer les moyens. Enfin, il faut qu'on se renforce, que nous renforçons nos propres moyens pour aller dans ce sens. Et que maintenant la population également nous aide. Et l'autre chose que je voudrais dire pour rassurer les uns et les autres, c'est que dès que, comme pour dire que la question de la santé préoccupe en tout cas l'État au plus haut niveau, je me rappelle encore que moi, l'image de l'aile du poulet avec les aiguilles, c'est mon ministre qui me l'a transféré. Ça veut dire que quand lui l'a vu, il a pris la question à bras le corps. Et depuis lors, justement, donc, on va ensemble pour voir comment cela pouvait arriver et comment on peut gérer la question définitivement. Donc, comme pour rassurer encore les uns et les autres que l'État se préoccupe en tout cas de la santé de la population, bien sûr, avec les moyens qui sont les nôtres. Oui, il faudra peut-être faire en sorte qu'il y ait plus de moyens, justement. Oui, Docteur tout le monde est engagé en ce moment-là. Tout à fait. Payons plus d'impôts, j'allais dire, limitons la fraude, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça, quoi. Donc, je pense qu'il y a plusieurs actions qui concourent justement au renforcement des moyens de l'État. Et qu'il y ait tout le monde est interpellé. de l'autorité au niveau de l'État, justement, par rapport à ça. Docteur Bazier, pour terminer, justement, c'est de rappeler que le poulet bicyclette, il est bon, il n'y a pas de souci, mais attention, le processus de transformation, il doit falloir trouver des solutions alternatives au bois, au charbon, pour effectivement minimiser les risques. C'est bien ça. Exactement, exactement. Je le dis toujours, le poulet bicyclette transformé ne pose pas un risque préoccupant pour le niveau de consommation moyen que nous connaissons ici. Donc, il ne faudra pas que les gens soient dans un certain état d'esprit en fonction de ce qu'ils ont pu lire sur les réseaux sociaux. Je tiens vraiment à les rassurer par rapport à ça. Certes, il y a un certain nombre de contaminants chimiques qui sont créés par les conditions de transformation, mais lorsque nous le consommons comme nous l'avons l'habitude de le faire, le risque n'est pas préoccupant. Il ne faut pas en abuser, il ne faut vraiment pas en abuser. Et si nous avons nos habitudes de consommation que nous l'avons, le poulet bicyclette transformé ne présente pas de risque préoccupant. Cependant, on doit s'inscrire dans une dynamique d'amélioration des conditions de transformation pour réduire au grand maximum ces dangers qui surviennent lors de ce processus-là. Merci, docteur Bazier. Tout à fait. Oui, monsieur Dasmani Traoré, président de la Ligue des consommateurs du Burkina, vous avez en charge la défense du consommateur face à tous ces dangers, le poisson, le poulet. Ça reste une préoccupation. C'est vrai que le ministère dit faire des efforts, mais on constate qu'il y a toujours du poulet congelé qui arrive sur notre territoire, peut-être de façon frauduleuse, certainement. Et il y a aussi cette conservation dans nos poissonneries, dans nos boucheries, qui pose problème. Et là, il y a un véritable travail à faire. Tout à fait. Il y a un sérieux travail à faire dans la consommation des poulets, mais aussi dans la consommation du poisson. Nous nous réjouissons du fait que la clarification a été faite par Dr Bazier quant à la consommation du poulet braisé au niveau du Burkina.
C'est vrai qu'il a démontré, il a signifié le fait qu'il n'y a pas de risque à ce niveau, mais le processus de transformation doit suivre un certain nombre d'améliorations, doit suivre une amélioration à un niveau ou à un autre. Mais qu'à cela ne tienne, que tous ceux-là qui sont dans la dynamique de la transformation fassent de la santé du consommateur une préoccupation majeure. Parce que comme l'a dit le docteur, on ne peut pas suivre chaque individu, mais chaque individu doit se mettre dans la tête qu'il y a un devoir vis-à-vis du consommateur pour lequel il a une raison d'exister là où il est. Donc à ce niveau-là, nous invitons tous ceux-là qui font de la transformation à mettre du sien, parce que si le contrôle sort, que ce soit les services d'hygiène, que ce soit les services donc, du ministère en charge des ressources animales, et que par ailleurs on arrive à votre niveau, il y a un manque d'hygiène, on vous sanctionne, ce n'est pas dans le sens de votre prospérité. Donc quelque part, on leur demande en tout cas de mettre davantage du sien, aussi bien au niveau des grilleurs qu'au niveau de ceux-là aussi qui font la commercialisation du poisson. Et nous invitons tous les consommateurs à faire attention, parce que aucun poisson d'un tel gabarit, des gabarits de 0,50 kg ou de 1 kg, ne peut être capturé dans le barrage de Tanguer. Ça n'existe pas. Et lorsque vous voyez le poisson, quelle que soit sa beauté, et qu'aucune mouche ne s'y aventure là-dessus, un poisson d'ailleurs exposé à l'air libre, vraiment, même si vous n'avez rien à faire avec votre argent, abstenez-vous, parce que quelque part, ce n'est pas bon pour votre santé. Donc, encore une fois, nous demandons aux consommateurs d'être exigeants vis-à-vis des prestataires de services qu'ils ont en face d'eux, mais surtout aussi et surtout d'être très regardants sur ce qu'ils achètent. Voilà. Oui. Il y a des dates de péremption, il y a une traçabilité qu'on peut vérifier. Avoir le réflexe de la vérification. Tout ça, il faut avoir le réflexe de vérifier cela lorsque vous vous engagez à acheter quelque chose dans ce sens-là. Merci. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir invités. Monsieur Dasmani Traoré, président de la Ligue des consommateurs du Burkina. Docteur Sylvain Raoul Bazier, biochimiste, merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. Docteur Seydou Ouattara, directeur du Centre de promotion de l'aviculture villageoise, merci d'être passé dans le 7 Info ce soir. En tout cas, le danger, il est là, permanent, dans nos assiettes. À nous de faire attention donc à ce que nous achetons, le poisson, le poulet, être exigeants envers nous-mêmes parce que nous payons, ce n'est pas gratuit. Et donc, nous avons la responsabilité de protéger notre santé en étant exigeants avec le commerçant. Et on espère aussi qu'au niveau de l'autorité publique, il y aura encore plus d'efforts dans le contrôle, justement, et aux commerçants. N'attendez pas justement que les services de contrôle tombent sur vous. Il faut commencer à vous alarmer, à demander pardon. Il faut donc être dans l'anticipation, justement, ne pas être devant le fait accompli. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur notre chaîne et bonne reprise du travail demain. Bonsoir.